Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie, aussi astrologue pour la deuxième vidéo. Donc ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 7 au 13 octobre 2025, la troisième phase de la quatrième lune d'été nord-hiver-sud, puisque oui, nous sommes encore en lune d'été, en lunaison d'été, puisque la nouvelle lune a eu lieu le 21 septembre, alors que l'équinoxe a eu lieu le 22, donc le 21 septembre, on était encore dans l'été. Voilà pourquoi on considère que c'est une lunaison encore d'été, même si les températures n'ont pas l'air dans nos régions de suivre un climat très estival. Néanmoins, il fait très beau et le signe de la Balance, c'est souvent une période de beau temps. C'est anticyclonique. Enfin, ça, c'est plutôt pour la partie astrologie. Donc là, nous allons parler de ce que nous allons voir et nous préparer à ça, nous préparer à voir ce que nous allons voir et savoir ce que nous ne verrons pas. Donc, pour cette période du 7 au 13 octobre, donc de la pleine lune, le mardi 7 octobre à 5h47 à notre heure française, jusqu'au lundi 13 octobre à 20h12, donc une courte période, puisque la lune est au périgée, donc elle va plus vite, donc la- le temps se rétrécit un peu. En fait, le temps, c'est voilà, les phases lunaires nous donnent déjà une respiration. Les phases lunaires ne sont pas toutes de même durée. Et donc, c'est intéressant à constater. Quand la Lune est au périgée, c'est plus court. Quand la Lune est à l'apogée, c'est plus long. Donc, cette semaine, la Lune est au périgée. Nous allons voir ça en regardant la fiche. Tout d'abord, merci infiniment de me suivre. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, de vos abonnements. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages et même un petit tip, un petit soutien financier est bien entendu fort bienvenu pour poursuivre l'œuvre de la cagouille céleste, comme j'aime à l'appeler, donc ainsi que le rappel, le logo des articles que je mets en ligne parallèlement chaque semaine et dont le lien est en bas de la vidéo et dans lesquels vous trouvez absolument tous les détails plus de tout ce sur tout ce qui se passe au niveau du Soleil, de la Lune, des planètes, des astéroïdes, des comètes, enfin, pas tout, 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 bien entendu, c'est impossible, totalement impossible. L'essentiel, voilà, des corps du système solaire et puis en relation avec le ciel, les étoiles. Donc, on regarde d'abord la fiche résumée. Je cherche mon partage, Dame Node. Voilà la fiche résumée. Donc cette semaine, relativement peu d'événements, mais voilà, il est important d'en prendre connaissance. C'est donc la troisième phase de la quatrième lune d'été nord-hiver sud, de la pleine lune le 7 octobre à 5h47, au dernier quartier le 13 à 20h12. Donc la lune, cette semaine, on va la voir se lever pour la pleine lune au coucher du soleil, puis chaque jour de plus en plus tard, le jour du dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit et culmine au petit matin. Donc, nous allons avoir la pleine lune mardi 7 à 5h47, elle est dans le 15e degré du signe du Bélier, le soleil bien sûr en balance, elle est devant la constellation des Poissons, alors que le soleil est devant celle de la Vierge. Elle est bien sûr opposée au soleil. On l'appelle la lune des moissons, car c'est la plus proche de l'équinoxe. On y a déjà, on a déjà regardé un petit peu ça la semaine dernière. Je vais y revenir avec Stellarium. Donc elle est grosse, hein, parce qu'elle est pratiquement au périgée, hein, quand elle est pleine. Donc, quand elle est au périgée, elle est plus près, donc son diamètre apparent est un peu plus gros, quoique ça se distingue pas vraiment à l'œil nu. Il faut un petit gabarit pour pouvoir se rendre compte de la variation du diamètre apparent de la Lune. Et donc, c'est une des plus proches pleines lunes de l'année. Elle est donc au périgée, mercredi 8 à 14h38. Elle est alors dans le signe du Taureau, puisqu'elle y est entrée à 7h12, mercredi 8 octobre. La Lune, ensuite, elle monte. On va la voir monter déjà cette semaine. Chaque jour, on la voyait
culminer de plus en plus haut, ou passer dans le même azimut chaque jour de plus en plus haut. Elle continue à monter et donc elle sort des limites zodiacales, c'est-à-dire qu'elle dépasse, elle monte au-dessus de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin. Elle monte encore plus haut que le Soleil au solstice de juin. Et donc, elle sort des limites zodiacales, nord, mercredi 8 à 21h51. Et puis, elle entre dans le signe des Gémeaux, vendredi 10 à 7h11. Et dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Elle est ensuite conjointe à Uranus, qui se trouve juste en dessous des Pléiades. Puis, ça c'est vendredi 10 à 8h48, puis vendredi 10 à 23h41, donc 2 tiers de journée plus tard, elle est conjointe à l'étoile Aldébaran du Taureau. Il y a une vingtaine d'heures entre l'heure de sa conjonction Pléiade et sa conjonction à Aldébaran. Ça se reproduit bien sûr chaque mois, de manière assez régulière, alors que les planètes se déplacent, elles. Mais Uranus est en dessous, il ne se déplace pas vite et reste en dessous des Pléiades. Uranus était conjointe aux Pléiades le 12 juillet et elle est toujours dans le même secteur. Son déplacement est minime, mais il faut le suivre pour pouvoir la reconnaître. Samedi 11 octobre, elle arrive à sa latitude maximale. Donc là, c'est par rapport au plan de l'écliptique. Elle est au-dessus. Plan écliptique, c'est le plan Terre-Soleil. Elle se trouve au-dessus. 5 degrés, c'est le maximum. On appelle ça les ailes du dragon. C'est perpendiculaire à l'axe des nœuds lunaires. Et donc, en ce moment, elle est dans le 18e degré du signe des Gémeaux. Quand elle est aux ailes du dragon, ça se décale lentement, mais sûrement. Ça rétrograde, elle est en fait l'axe des nœuds lunaires, donc l'axe aussi des ailes et des ventres du dragon. Les nœuds, c'est en poisson vierge depuis le mois de janvier, et donc ça a déjà rétrogradé de 12 degrés dans le signe. Le samedi 11 toujours, elle est conjointe la Lune à l'étoile Elnat du Taureau, donc Bêta du Taureau, qui est le bout de la corne du Taureau où il y a Aldébaran. Donc, et qui fait la jonction avec la constellation du Cocher. Il y a une occultation d'Elnat par la Lune, c'est pas pour nous, mais elle passe tout près de l'étoile. Et puis, elle atteint sa déclinaison maximale dimanche 12 à 5h14. Donc, c'est là qu'elle culmine au plus haut dans l'hémisphère nord. Pour la latitude 45 nord à peu près, elle culmine à 73 degrés de hauteur, soit 17 seulement en dessous du zénith. Donc, c'est très haut. Dimanche 12 à 8h37, elle entre dans le signe du Cancer. Et lundi 13 à 20h12, c'est le dernier quartier. Donc elle est alors devant la constellation des Gémeaux, le Soleil toujours de la Vierge. Et elle est dans le 21e degré du Cancer, le Soleil, celui de la Balance. Voilà pour la Lune. Alors, autre événement planétaire cette fois-ci, nous avons Vénus qui arrive devant la constellation de la Vierge mercredi 8 à 19h43 et qui entre dans le signe de la Balance lundi 13 à 23h18. Elle va y rester jusqu'au 6 novembre. Son mouvement est direct. Nous avons Pluton qui va reprendre son mouvement direct le 14 octobre et qui atteint là sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur, n'est-ce pas? Légèrement hors limite zodiacale sud. Elle est en fait hors limite zodiacale sud depuis le 28 août et jusqu'au 22 novembre. Et on va voir à partir de maintenant, chaque année, elle va faire des petits passages en hors limite zodiacale sud pour qu'elle ait un paquet d'années devant nous, car avec Pluton, les choses vont pas vite, très lentement. Ensuite, pour Vénus, on l'a dit. Ah ouais, Vénus, ben alors on regarde en héliocentrique, voilà ce qu'il nous reste à regarder. En héliocentrique, Mercure est à la Félice, à lui dire au plus loin du Soleil, vendredi 10 à 13h51. C'est toujours en héliocentrique dans le 18e degré du Sagittaire, son aphélie, avec juste un petit décalage d'un degré par siècle environ. Et en géocentrique, elle est dans le 6e degré du signe du Scorpion, Mercure, mouvement direct aussi pour l'instant. Et donc restons en héliocentrique, donc c'est en bleu sur la fiche, hein. La fiche que vous retrouvez, que vous pouvez télécharger
quand vous allez dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc dans l'article en haut, vous avez tout de suite, vous pouvez télécharger la fiche, vous pouvez donc l'imprimer, c'est un PDF, et même l'avoir donc affiché chez vous si vous voulez pour vos observations personnelles et votre guidance personnelle. Vénus entre donc dans le signe de la Vierge en héliocentrique à lundi 13 à 16h48, elle ira jusqu'au 1er novembre, et Mars entre dans le signe du Sagittaire, toujours en héliocentrique, lundi 13 à 18h17, elle y reste jusqu'au 7 décembre. Voilà, donc les jours raccourcissent, bien sûr. Même maintenant, dans l'hémisphère nord, nous avons plus de nuits que de jours depuis l'équinoxe. Et donc, bah, c'est de plus en plus propice pour le ciel nocturne quand le ciel est dégagé. Donc, nous pourrons observer les couchers de soleil sur la Lune cette semaine, puisqu'une fois qu'elle est décroissante, c'est-à-dire une fois passée la pleine Lune, on voit le soleil qui se couche sur la Lune, donc en particulier le 11 octobre, au moment où elle atteint sa libration minimale en latitude, c'est-à-dire qu'elle nous montre le plus de sud, puisqu'elle est en latitude nord, elle est au-dessus de nous, donc on voit mieux son sud. Et à ce moment-là, on pourra, c'est le moment à peu près, où on peut observer le coucher du soleil sur le cratère Posidonius, donc c'est l'occasion de repérer ce cratère sur la Lune. Voilà, la Lune est conjointe à Pallas, ah ben, j'ai oublié de l'enlever, c'était la semaine dernière, et à Cérès, c'était la semaine dernière. Rien de spécial à signaler du côté des astéroïdes. Par contre, du côté des comètes, ça y va. Ah, j'ai pas fait de petit encart. Je vais le faire. Ce sera dans la fiche définitive, hein. Avec vous, j'y suis un peu les plâtres, mais je suis ravi de le faire. Les phénomènes des satellites de Jupiter, bien entendu, qui augmentent les phénomènes observables, ben, plus on peut voir Jupiter, plus on a l'occasion d'observer de phénomènes. Et il y aura en particulier l'occultation d'une étoile par Ganymède. Alors ça, c'est un phénomène rare. Et une étoile, donc Ganymède, qui est, je crois, de magnitude 8, donc c'est observable bien sûr avec un instrument. C'est une observation réalisable bien sûr par les amateurs. Et il y a les détails dans l'article aussi, et un lien vers l'article du LTE, donc Laboratoire Temps-Espace, qui remplace l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides. Voilà, c'est toujours le même établissement de l'Observatoire de Paris et autres. Et donc, il y a tous les détails sur cette observation. Alors, on a aussi pas mal d'étoiles filantes, avec le maximum des draconides le 8 octobre, le maximum des delta Aurigides d'octobre le 11 octobre, et puis les camélopardalides jusqu'au 6. Donc, j'aurais pu les rayer, en fait, ça commence au 7. Les sextantides de jour jusqu'au 9 octobre, les taurides sud jusqu'au 20 novembre, les orionides jusqu'au 7 novembre. Elles n'ont pas encore passé leur maximum. Et puis les planètes, bien sûr. Alors, dans le ciel du soir, on a Mercure totalement invisible, on a Mars très très difficilement visible, qui est devant maintenant la constellation de la Balance. Ensuite, nous avons, maintenant que leur opposition est passée, nous avons Saturne et Neptune qui sont présentes dès le début de la nuit, puisqu'elles se lèvent maintenant avant le coucher du soleil et qu'elles culminent de plus en plus tôt vers le milieu de la nuit. Et puis, il y a Uranus qui se lève aux alentours de 21h05, donc de plus en plus tôt également, qui est très agréablement observable, sauf bien sûr quand la Lune est là, donc pas le jour de sa conjonction avec la Lune. En bleu, hein, c'est parce elles sont marquées en bleu ici, parce que c'est observable qu'avec un instrument, n'est-ce pas? En vert, ça veut dire difficilement observable, en noir, c'est inobservable. Et puis, nous avons Jupiter qui se lève aux alentours de 0h40 cette semaine pour ma localisation, hein. C'est forcément décalage est-ouest. Tant que vous êtes en France métropolitaine, c'est grosso modo d'une demi-heure. Après, évidemment, ça change, mais par rapport au soleil, si on est à la même latitude, ça fait à peu près les mêmes heures. Sauf que nous, en France, jusqu'à la fin octobre, nous avons l'heure d'été, donc 2 heures d'avance sur le soleil. Et puis nous avons Vénus qui passe donc qui passe de la constellation du Lion à celle de la Vierge et qui est
se lève de plus en plus tard, mais qui est bien entendu parfaitement, fortement visible, puisque c'est le troisième astre hein, pour la brillance, après le Soleil et la Lune. Donc Vénus qui se lève aux alentours de 6 heures du matin. Et donc l'étoile Spica de la Vierge qui est entrée dans le champ du chronographe Lascaux C3, ce qui veut donc dire que le Soleil passe devant, quoi, concrètement, et jusqu'au 25 octobre, du 9 au 25 octobre. Ensuite, l'étoile réapparaît dans le ciel du matin. Alors maintenant, allons sur Stellarium. Stellarium, donc nous sommes le 7 octobre. On va même, on va regarder la pleine lune, hein, donc ça tombe comme ça tombe le 7 au matin. Voilà, je vais me mettre, je vais passer la nuit. Je vais pas, non, j'aurais dû rester à l'est. Je vais passer la nuit. Donc voilà, on va chercher sa lune le 6 au soir. Le 6 au soir, donc le 6 octobre au soir, c'est le jour où j'enregistre cette semaine avec le jeu des jours de la semaine, des phases lunaires et de mes diverses obligations. Et puis j'enregistre pas trop le week-end, c'est compliqué. Alors voilà, on est lundi pour mardi et la semaine prochaine on sera lundi pour lundi puisque ce sera lundi 13 octobre. Ben, on embrayera comme ça. Donc lundi 6 octobre, c'est la nuit de la pleine lune du 6 au 7 et la lune se lève donc une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil. Vous voyez, donc la voilà, un peu est-nord-est, tandis que le soleil va se coucher une vingtaine de minutes plus tard. Alors, allons voir le soleil couchant, parce que si le soleil, voilà, le soleil est du côté du sud-ouest, il est là, voilà. Donc, il se couche, je mets juste, voilà, la ligne d'horizon, comme ça on voit, on enlève le paysage, on met juste la ligne d'horizon. Donc, on voit qu'il se couche de plus en plus vers le sud-ouest de jour en jour, puisque nous allons vers le solstice d'hiver en cette saison d'automne. Donc je reviens vers la Lune, voilà, qui se lève donc à l'opposé et qui va traverser la nuit. Donc elle est devant la constellation des Poissons, elle est tout près de Saturne, elle a été conjointe à Saturne et Neptune le 12. Voilà, elle est devant les Poissons. Elle va culminer donc au milieu de la nuit, bien entendu, puisque c'est la pleine lune, elle culmine au milieu de la nuit, à 1h27, un tout petit peu avant le minuit vrai qui se produit à 1h37. En ce moment, l'équation de temps se décale de plus en plus tôt, enfin, décale le midi euh, vrai de plus en plus tôt par rapport au midi moyen. Moyen, c'est celui de notre montre. Et donc, elle culmine aussi de plus en plus haut. Chaque pleine lune depuis le mois de juillet culmine de plus en plus haut. Donc là, j'ai pas affiché sa hauteur. Voilà, j'affiche sa hauteur. Là, elle culmine à une cinquantaine de degrés de hauteur et elle va culminer de plus en plus haut chaque jour, mais elle sera plus pleine après, bien sûr. Et donc, elle va se coucher, cette pleine lune des moissons, ben, ouest légèrement, nord-ouest. Elle a une course de plus en plus grande. Chaque pleine lune a une course de plus en plus grande depuis le mois de juillet. Et la pleine lune qui a la plus grande course, ben, c'est celle qui est la plus proche du solstice d'hiver, donc soit décembre, soit janvier, puisqu'elle est à l'opposé du soleil. Et comme elle est, elle a une forte, elle est, enfin, corrélée avec sa déclinaison maximale est corrélée encore un peu avec sa latitude maximale, elle est très haute quand elle est haute. Et elle est très basse quand elle est basse. Bon, alors on va regarder le ciel du soir et de soir en soir, notre lune qui se lève de plus en plus tard. Donc là, c'était le matin. On va passer la journée jusqu'au lendemain.
matin, enfin nuit, début de nuit. Le 7 au soir. Donc le 7 au soir, ben, va se lever plus tard, hein, va prendre un bon retard, toujours devant la constellation des poissons. Là, elle se lève à 19h18, tandis que la veille, elle se levait 18h56, donc ça fait jamais qu'une vingtaine de minutes plus tard que la veille. Le 7 octobre, elle se lève. Ensuite, eh bien, elle s'élève, donc j'ai dit de plus en plus haut. Là, elle est devant la constellation des poissons. Nous sommes du côté de l'Est, à 23h30 à peu près. Eh bien, voyons ce que nous voyons du côté de l'Est à 23h30. Nous avons Aldébaran du Taureau ici, ici les Pléiades, en dessous Uranus, qui on attendra, c'est pas la bonne semaine hein, pour les Neptune et Uranus avec la Lune qui habite le ciel, sauf dès qu'elle va se lever plus tard en fin de période, c'est bon, surtout pour Neptune, qui est observable plus tôt. Alors, du côté du sud, en début de nuit, bon, on a vu Capella du Cocher, oui. Enfin, c'est plus que le début de nuit, là. Revenons un peu sur le début de nuit. Donc, début de nuit, on peut dire qu'à 20h30, 20h30, il fait nuit, il fait bien nuit. Et donc, nous avons au sud qui passe ben, le grand triangle de l'été, donc Altaïr de l'Aigle qui culmine en tout début de nuit, avec au-dessus Vega et Deneb du Cygne qui est pratiquement au zénith. Voilà. Le zénith, en fait, en début de nuit entre Vega et Deneb, donc sont là-haut. Le grand triangle de l'été bascule du côté de l'ouest. Le Sagittaire va se coucher, déjà, le Scorpion encore plus. La Balance disparaît, vous voyez. Voilà, la Balance et le Scorpion se couchent pratiquement en même temps et le Sagittaire va pas tarder à les suivre. Nous avons le Capricorne qui s'avance, suivi du Verseau, avec Saturne qui est devant les Poissons, ou je sais plus, parce qu'elle est... Ah oui, elle est revenue devant le Verseau en raison de sa rétrogradation. Vous voyez, elle a la limite des Poissons et du Verseau. Donc on peut attendre quelques soirs et puis on reviendra voir Neptune. Et du côté de l'ouest s'en va en début de nuit Arcturus du Bouvier, voilà, qui est vraiment sur le couchant, suivi de la couronne boréale et d'Hercule et Vega, mais qui est encore bien haute. Et au nord, en début de nuit, nous avons la Grande Ourse qui arrive sur l'horizon, tandis que Persée de l'autre côté se relève, Cassiopée, bien sûr, s'élève. Nous avons qui descendent le Dragon et la Petite Ourse. Alors revenons vers l'est. Et puis de jour en jour, on va voir la Lune se lever de plus en plus tard. Le lendemain, donc le 8 octobre, la Lune se lève elle va avoir une course de plus en plus grande chaque jour, donc plus vers le nord-est. Elle est devant la constellation du Bélier. Le lendemain, va falloir attendre un peu plus. Elle va se lever à 20h16. C'est pas très tard encore, hein, le 9 octobre. Elle est de courte ascension, en fait. Ici, c'est Capella du Cocher qui s'élève déjà en début de nuit, qui fait juste raser l'horizon. Donc, à l'est, on a le grand carré de Pégase qui s'élève. Alors, on va avancer d'un jour et on va avancer dans la nuit aussi, hein. 21h30. Donc, le 10 octobre, la Lune se lève à 20h58, presque 9h. Toujours 20 minutes plus tard que la veille, c'est pas grand-chose. Le 11. Ah ben alors là, elle était conjointe aux Pléiades, oui, voilà. Conjointe aux Pléiades entre le 9, elle est à la droite des Pléiades, et donc conjointe aussi à Uranus, qui est là, entre le 9 octobre et le 10 octobre. Ensuite, on va avancer d'un jour, on va au 11 octobre. Je prends une heure de plus, 22h30. Oula, elle est plus là. Ah, 23h30, là, elle se lève à 22h57, le 12 octobre. J'ai peut-être loupé un jour. Ah bah oui, j'ai loupé le 11. 11 octobre, elle est conjointe à Elnat du cocher. Elnat, c'est 7 étoiles. Là, je grossis un peu. Voilà, vous avez ici Aldébaran, vous avez les Pléiades,
Ici, donc, nous avons Uranus. Je montre quand même. Je grossis un peu pour qu'on repère Uranus. Donc, Aldébaran du Taureau. Et ici, Elnat. Et la très brillante Capella du Cocher, qui est très, très brillante. Et donc, notre Lune, elle est donc gibbeuse décroissante. J'ai juste oublié de le dire. Donc, entre la ronde pleine Lune et la demi-lune du dernier quartier, voilà, chaque jour un petit peu moins. Donc, le 11, on a le Soleil qui se couche sur Posidonius. Je crois, c'est bien le 11 qu'on est là, ouais. Donc, je sais plus lequel c'est pas lui. Non, c'est Platon, ça. Alors, c'est un sécrataire. On va voir ça dans les images que je vais vous montrer par la suite. Voilà. Donc le 11 et le 12, jour du dernier quartier. Non, pas encore, c'est le 13 au soir. Donc le 12, elle est devant les Gémeaux. Voilà. Castor et Pollux. Donc on voit Orion qui se lève. Voilà, là il est 0h30. Bételgeuse, les mages, Rigel. Ici, Castor et Pollux. Sous Capella, donc qui se lève est-nord-est. Et on arrive au 13, nous y sommes. Donc le 13, la Lune est devant les Gémeaux. Sous Capella, c'est la demi-lune. Non, mais on est encore que... On va avancer d'une journée. Voilà. Là, c'est le 14 à 0h30. Elle se lève d'ailleurs à 0h10 dans la nuit du 13 au 14, donc la nuit du dernier quartier en quelque sorte. Et elle est conjointe à Pollux. Voilà, ça doit être le 14. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre dans ce ciel? Nous sommes donc au milieu de la nuit. Ben, tournons-nous vers le nord tout d'abord. Alors, au nord, on va aller à 1h37. Non, pas le 15. Le 14 à 1h37, puisque c'est la nuit du 14 au 15. Voilà, donc au milieu de la nuit, la grande ours remonte du côté est, donc. Cassiopée culmine. Le zénith est ici, donc très haut dans le ciel. Nous avons Cassiopée qui fait son petit chapeau, là on dirait un M au milieu, très haut dans le ciel, à sa culmination supérieure, donc. Puisque du côté du nord, on parle de, pour les étoiles circumpolaires, comme Cassiopée, Céphée, le dragon, la petite ours, la grande ours et la girafe, et bien, pour nos latitudes, elles sont circumpolaires, donc elles ne se couchent pas. Et donc Cassiopée, quand elle passe en haut, à sa culmination supérieure, elle a une forme de M. Quand elle passe en bas, comme la grande ours, elle a sa culmination inférieure. Voilà, on parle de culmination inférieure et de culmination supérieure du côté du nord. Donc, milieu de nuit, du côté de l'ouest, s'en va le grand triangle de l'été, ici Altaïr, Vega et Deneb du Cygne. Donc, le grand carré de Pégase qu'on va retrouver pratiquement au sud, qui est déjà passé au sud, hein. Le Pégase, marqué le pan, mais c'est une erreur. Les Pégases et les poissons, donc, viennent de culminer. On bascule du côté de l'ouest. Il y a le bélier qui passe à sa culmination et la baleine, la grosse baleine avec l'étoile d'Ivda de la baleine. Ici, sous le Verseau, nous avons faux maillot du poisson austral. Et donc, du côté de l'Est, milieu de nuit, s'élève Orion sous le Taureau, sous les Pléiades. Voilà. Et puis, il y a le Cocher et les Gémeaux. D'un côté, Orion, le Taureau, et de l'autre côté, les Gémeaux et Capella. Et donc, nous avons notre Lune qui va culminer au plus haut en cette nuit. Ben, là, les conjointes à Jupiter, on va se remettre la veille. La nuit du 12 au 13, on a la Lune qui passe très haut dans le ciel. Ah, mais un peu plus tard. Ah oui, ce qu'elle fait. Voilà, un peu plus tard dans la nuit, encore un petit peu, voilà, avant le jour, mais peu avant le jour, la Lune culmine et voyez, elle passe très haut, 73 degrés de hauteur pour notre latitude, 45 nord à peu près. Voilà les amis pour ce petit tour. Donc vous avez vu les planètes, hein, donc Jupiter le matin, Vénus qui se lève aussi dans le ciel du matin, nous avons vu Saturne
qui est levé avant le début de la nuit, donc fin de nuit, Vénus de plus en plus tard, sous la constellation du Lion. En fait, maintenant, elle est devant la Vierge, mais elle brille très fort. Alors, je vais partager pour finir quelques images avec vous que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, on va aller sur les images maintenant. J'ai juste oublié de les ouvrir. Alors, attendez, je prépare. Voili, voilou. Et je partage. Voilà, une belle photo de Guillaume Canet, de l'éclipse de lune du 7 septembre au-dessus du pic Saint-Loup, malgré le temps, l'atmosphère pas propre, et il le dit lui-même, il a réussi quand même cette belle photo où la lune est plongée dans l'ombre de la Terre. Elle aurait été plus rougie si les conditions météo avaient été meilleures. Toujours la Lune avec l'atlas virtuel de la Lune. Donc là, c'est pas une photo. Si Posidonius, je m'étais pas trompé. C'était bien là où je voulais montrer. Donc le 11 octobre, 6h30, on peut observer le coucher du Soleil, évidemment, au terminateur lunaire et repérer au coin de la mer de la Sérénité le cratère Posidonius. Et là, c'est le cratère Platon. Platon, alors tiens, ben, je peux vous montrer. Platon, lui, il est là. C'est lui, celui-là. C'est Platon, là. Et bien voilà une photo de Platon par un excellent photographe lunaire, n'est-ce pas? Vous pourrez apprécier les moultes petits détails, d'une finition remarquable. Ce qu'on peut faire depuis le sol terrestre, en photo sur la Lune. Alors, la comète, surtout la fameuse, enfin, il y a plein de comètes là en ce moment. Et il y a l'objet interstellaire 3I Atlas qui fait couler de l'encre. Alors la semaine dernière, je vous avais montré les photos les plus récentes, faites par quelques amateurs éclairés. Là, j'ai republié quelques photos les plus anciennes du début de quand on l'a découverte, enfin commencé à l'observer, donc début juillet, 17 juillet, là, ça c'est une photo de la chevelure de la comète qui est apparue à peu près à ce moment-là, et une photo du 21 juillet par Hubble, voilà, où on voit bien aussi la chevelure, donc fixée sur la comète. Donc on voit les étoiles qui défilent puisque la comète avance devant les étoiles. Donc on a un petit filet d'étoiles. L'autre comète, enfin deux autres comètes qui font parler d'elle, alors c'est plus des comètes, parce que l'objet justement interstellaire Troy Atlas, euh, il y a cette anomalie en quelque sorte qui font vraiment, on se demande ce que c'est. Ok, c'est un objet interstellaire, donc on peut s'attendre à ce qu'il ait un comportement surprenant par rapport à des comètes qui viennent de notre système solaire, comme les deux dont nous allons parler maintenant. Et néanmoins, il y a des trucs qui interpellent. Alors donc, il y a un scientifique qui s'appelle Avi Loeb qui ouvre un tas d'hypothèses, et tandis que d'autres referment sur un discours très lénifiant en disant non, ça peut pas être possible que puisse y avoir, ça puisse être un objet intelligent en quelque sorte. Or, bon, bah à voir. Les questions sont lancées, ça fait couler de l'encre et ça actionne les neurones. C'est intéressant à suivre. Et donc, cette fameuse comète Troy Atlas, attendez, je reviens sur elle avant. Voilà. Euh, et puis d'ailleurs, il y a une dernière photo où on voit toutes les sondes qui vont l'observer. Oui, alors je finis avec Troy Atlas, je reviens sur les autres après. J'aurais dû mettre cette image-là d'abord. Donc le 3 octobre, c'est déjà passé. Eh ben, elle passait au plus près de Mars. Nous, depuis la Terre, on peut plus l'observer car elle est dans la même direction que le Soleil. Elle va passer au périhélie, mais on l'a dans la direction du Soleil, donc on peut pas l'observer. Elle passe derrière le Soleil. Et donc, par contre, il y a des sondes, il y a des robots, il y a des engins sur Mars, et il y en a 6 en tout sur Mars ou en orbite martienne. Et donc, tous nos engins martiens, en fait, se sont polarisés sur la comète, et pour pouvoir en tirer un maximum de données, enfin, sur cette comète ou objet, sur cet objet interstellaire.
pour en tirer un maximum de données. Donc on n'aura pas les résultats tout de suite, c'est fait, mais on aura les résultats dans un mois ou deux sans doute. Je vous tiendrai au courant. Alors ben, je reviens sur les comètes, puisque c'est l'objet principal de, de mon classeur d'images d'aujourd'hui. Et ici, c'est une étoile filante et la comète Lemon. Donc la comète Lemon, bon, que le photographe est très content d'avoir réussi, en cherchant la comète, à choper une étoile filante, parce que ça, c'est aléatoire. Et ça vaut le coup. Donc là, voilà cette comète Lemon, le 4 octobre. Très, très belle photo. Donc elle est observable, c'est elle qui est devant la Grande Ourse, je crois, hein. Elle est à la limite de détection à l'œil nu. Et donc avec des jumelles, elle est observable, et avec un instrument aussi, de quoi se régaler. Et la voici le 2 octobre. Très belle photo également, on voit qu'elle a une très belle queue, n'est-ce pas? Et puis il y en a une autre, là, la petite Swan, c'est de 1025 R2 Swan, qui a été découverte récemment et photographiée en premier le 17 septembre par un Français Cocorico, enfin et une équipe. Donc Team Ciel Austral, donc un Français qui a des télescopes en remote au Chili, donc il les commande depuis chez lui, et c'est les télescopes au Chili, il faut les photos. Voilà, c'est lui. Donc là voilà, très très belle, on voit qu'il y a des petites galaxies dans le fond, là on dirait. Très très belle photo. Voilà, alors je vais vous laisser sur cette photo, mes chers amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Ben, j'espère que vous me rejoindrez pour l'enregistrement. Ce sera donc lundi prochain, lundi 13 octobre à 16 heures. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre attention. Portez-vous bien. Belle pleine lune et bonne suite de lunaison. On se retrouve pour ceux qui veulent dans les commentaires astrologiques. À très bientôt.